Aujourd'hui, nous examinons une affaire de la fin du 19e siècle. Alors installez-vous confortablement pendant que nous partons aux États-Unis. Minnie Estelle Wallace est née à la Nouvelle-Orléans le 14 janvier 1869. Elle était la fille d'un avocat nommé Monsieur James Elijah Wallace et de son épouse Elizabeth. Lorsque Minnie était encore très jeune, ses parents ont divorcé, mais ils se sont assurés que leurs deux filles reçoivent une éducation et apprennent toutes les bonnes manières de l'époque. Après le divorce, Madame Wallace a ouvert une pension de famille sur Canal Street, dans le célèbre quartier Storyville de la Nouvelle-Orléans. C'était tout près du très luxueux bordel en grès brun et en marbre situé au numéro 40 de Basin Street, construit par la célèbre tenancière de bordel Kate Townsend en 1863. Madame Wallace était une femme d'affaires avisée. Ses deux filles étaient devenues de belles jeunes femmes et, alors que sa réputation grandissait en ville, elle les poussait à chanter et jouer du piano pour ses invités. La Nouvelle-Orléans était animée. Au milieu du 19e siècle, les ports étant devenus les troisièmes plus grands du pays, derrière ceux de New York et de Boston. Et en 1880, la population de la ville dépassait les 200 000 habitants, faisant de la Nouvelle-Orléans la 10e plus grande ville des États-Unis. En 1884, la ville a accueilli l'exposition universelle industrielle et du centenaire du coton. À l'époque, près d'un tiers de tout le coton produit aux États-Unis était traité à la Nouvelle-Orléans, et la ville abritait la bourse du coton de la Nouvelle-Orléans. L'exposition a été nommée le centenaire mondial du coton, car le plus ancien document attestant d'une exportation de coton des États-Unis vers la Grande-Bretagne remontait à 100 ans plus tôt. En 1784, c'était un événement assez extravagant qui s'étendait sur une superficie de 249 acres allant de l'avenue Saint-Charles jusqu'au fleuve Mississippi. On y accédait directement par train, bateau à vapeur ou navire de haute mer. Le bâtiment principal était très grand et les journaux disaient que c'était la plus grande surface couverte jamais construite. Il était illuminé par 5000 lampes électriques et possédait une tour d'observation accessible par un ascenseur électrique, ce qui était encore une véritable nouveauté à l'époque. L'exposition a ouvert ses portes le 16 décembre 1884 et s'est poursuivie jusqu'au 2 juin 1885, attirant de nombreux visiteurs. L'un d'eux était un homme d'affaires très prospère nommé Monsieur James Reeves Walcott. Il avait 48 ans et était originaire du comté de Marion, dans l'Indiana, où il est né le 10 août 1836. Il avait combattu pendant la guerre de sécession et vivait désormais à Emporia, au Kansas. Il avait fait fortune avec la West Columbia Coal and Mining Company et sa vie avait connu beaucoup de tragédies. Il s'était marié en 1856, mais sa femme, prénommée Anne, est décédée seulement un an plus tard. Il s'est marié une seconde fois en 1858 et a déménagé au Kansas en 1867 avec sa femme et ses enfants. Là, il a acheté une ferme où il élevait du bétail. Il était aussi entrepreneur dans la construction ferroviaire et a acheté et vendu des épiceries. Ses investissements l'avaient rendu vraiment très riche. Vers 1880, la famille avait de nouveau déménagé, cette fois dans la ville d'Emporia. Ici, il est devenu président du conseil, ce qui signifiait qu'il ferait office de maire de la ville chaque fois que le maire élu était absent. Tragiquement, sa deuxième épouse nommée Anna est décédée le 1er mai 1884, le laissant veuf pour la deuxième fois. Cependant, il avait toujours été connu comme un gentleman qui, tout au long de son mariage, fréquentait souvent d'autres femmes, rendait visite à des prostituées et avait une maîtresse beaucoup plus jeune que lui. Monsieur James Reeves. Walcott s'est rendu à la Nouvelle-Orléans en décembre 1884 pour visiter l'exposition universelle industrielle et du coton du centenaire. Il était accompagné d'un gentleman nommé Monsieur Eben Baldwin. Un homme rencontré par hasard à Bâton Rouge leur avait conseillé, une fois à la Nouvelle-Orléans, de séjourner dans une pension sur Canal Street, dans le quartier renommé de Storyville. Il leur avait dit qu'elle appartenait à une dame nommée Madame Wallace, qui avait deux filles extrêmement belles et très talentueuses. Les deux messieurs prirent chacun une chambre dans la pension de Madame Wallace. Ils rencontrèrent bientôt Minnie et Dora, et tout de suite, Monsieur James Reeves Walcott sembla être quelque peu épris de Minnie. Il dit à Madame Wallace qu'il aimerait épouser sa fille. Ce n'était pas la première fois qu'un gentleman demandait à épouser une des filles de Madame Wallace. Leur beauté les avait rendus si célèbres que des hommes venaient de loin pour les demander en mariage. Un juge nommé William T. Houston avait demandé à Madame Wallace si Minnie pouvait vivre avec lui et sa femme, une offre que Madame Wallace avait poliment déclinée. Cependant, Monsieur James Reeves Walcott était un homme déterminé et avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait. Lorsqu'il est retourné à Emporia, il a écrit à Minnie. 4 mois plus tard, il est retourné à la Nouvelle-Orléans,
sous prétexte que sa fille Elizabeth voulait visiter l'exposition. Ils ont pris des chambres chez Madame Wallace sur Canal Street. Monsieur James Reeves Walcott a encore demandé à Madame Wallace la main de sa fille. Il lui a dit que Minnie aurait tout ce dont elle avait besoin et a assuré à Madame Wallace qu'il veillerait aussi à ce qu'elle ne manque de rien. Madame Wallace lui a dit que la décision reviendrait à Minnie. Bien que Minnie ait semblé trouver la proposition de mariage tout à fait acceptable, Madame Wallace a insisté pour qu'avant que sa fille n'accepte son offre, elle et Minnie doivent d'abord lui rendre visite à Emporia. Elles ont fait le voyage en juillet 1885 et Madame Wallace a été très impressionnée par tout ce qu'elle a vu. Une grande maison avec ses beaux meubles. Il semblait certainement que Monsieur James Reeves Walcott était en effet un homme très riche et prospère. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Il a accepté de l'épouser. Il voulait qu'il se marie tout de suite, mais Madame Wallace lui a dit qu'il devrait attendre. Elle tenait à ce que sa sœur puisse assister au mariage, alors elle a suggéré qu'il ait lieu à Cincinnati. C'était un compromis acceptable, mais on leur annonça vite que, n'étant pas résident de l'Ohio, ils ne pouvaient pas s'y marier. À la place, ils se sont mariés de l'autre côté de la rivière Ohio, à Covington, dans le Kentucky. La cérémonie a eu lieu le 22 juillet 1885. Après le mariage, Madame Wallace est retournée à la Nouvelle-Orléans, tandis que sa fille Minnie a voyagé avec son nouveau mari jusqu'à Emporia, où ils ont été reçus publiquement par le conseil municipal. Monsieur James Reeves Walcott a tenu parole. Minnie ne manquait de rien. Elle était désormais la maîtresse d'une belle maison. Elle avait du personnel, de l'argent et des privilèges, ainsi qu'un mari qui l'adorait. Cependant, elle se retrouva rapidement à gérer la maison seule, car son mari s'absentait plusieurs jours pour affaires. Personnalité en vue dans la communauté, il devait s'assurer que ses investissements étaient en ordre. Il se rendit dans la ville de Topeka, où, à cette époque, les prix de l'immobilier augmentaient rapidement, et de nombreux spéculateurs immobiliers achetaient des terrains en ville. Il est rentré à Emporia le samedi 15 août et a été accueilli par son épouse. Mais plus tard dans la soirée, il est tombé gravement malade. Minnie fit venir un médecin, et le docteur Luther Jacobs arriva peu après. Son mari souffrait beaucoup. Il avait des crampes d'estomac et vomissait. Le médecin prépara un tonique, puis laissa Monsieur James Reeves Walcott aux soins de Minnie. Elle fut très attentionnée, et le lendemain matin, il s'était quelque peu rétabli. 2 jours plus tard, cependant, le mardi 18 août, il tomba de nouveau malade et dut encore s'aliter. Le docteur Jacobs revint et, le jeudi 20, il se sentit beaucoup mieux, au point de pouvoir manger des huîtres en conserve, bien que cela ne lui réussit pas et qu'il retomba de nouveau malade. Le docteur Jacobs retourna à la résidence Walcott et commençait désormais à penser qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il commença à soupçonner que son patient souffrait d'un empoisonnement à l'arsenic. Ce point de vue était partagé par les filles de Monsieur Walcott. Comme beaucoup d'habitants d'Emporia, elles trouvaient suspect qu'une belle jeune fille de 16 ans ait accepté d'épouser leur père, une belle jeune fille de 16 ans aurait accepté d'épouser leur père. Le samedi 22 août, sa santé se détériora encore davantage, mais Minnie ne fut pas autorisée à le voir.
Il semblait que tout le monde croyait qu'elle était responsable de l'empoisonnement de son mari. Plus tard dans la journée, exactement un mois après leur mariage, Monsieur James Reeves Walcott est décédé. La nouvelle de la mort d'une personnalité aussi éminente à Emporia s'est rapidement répandue dans la ville. Il semblait que c'était le seul sujet de conversation. Les versions sur la façon exacte dont il est mort étaient embellies. Et le fait que, seulement un mois auparavant, il avait épousé une très jeune femme qui avait plus de la moitié de son âge revenait sans cesse dans les conversations. Mais lorsqu'on apprit qu'il soupçonnait que la cause du décès était un empoisonnement à l'arsenic, de nombreux habitants ont cru que M. James Reeves Walcott avait dû être délibérément empoisonné par sa jeune épouse. La police s'est rendue dans les pharmacies locales et a découvert que Minnie y avait acheté de la strychnine la veille de la maladie de son mari. Elle avait aussi acheté de l'arsenic les jours suivants. Une autre pharmacie avait refusé de lui vendre car elle ne voulait pas préciser pourquoi elle en avait besoin. On l'a interrogée au sujet de ses achats, mais elle a innocemment déclaré qu'elle n'avait utilisé l'arsenic que pour se frotter le visage, et que la strychnine servait uniquement à enlever les taches de ses vêtements. Heureusement, elle n'avait pas utilisé l'arsenic acheté, et a accepté de le remettre à la police pour le peser. Cependant, alors qu'elle tendait la petite boîte à l'officier, elle l'a accidentellement laissé tomber. Ils ont essayé de récupérer l'arsenic en ramassant autant qu'ils pouvaient sur le sol. Il serait désormais impossible de savoir si elle en avait vraiment utilisé. Dame Minnie Wallace Walcott a été informée qu'elle devait rester chez elle pendant que la police enquêtait sur les circonstances ayant conduit à la mort de son mari. 2 agents ont été laissés pour la surveiller. Peu après, certains de ses amis sont arrivés pour lui offrir leur soutien. Une autopsie a été réalisée, qui a conclu que la cause du décès était sans aucun doute due à l'ingestion d'arsenic. Avant les funérailles, le pathologiste a retiré l'estomac, le foie et les reins de la défunte pour des examens complémentaires. La ville était partagée sur sa culpabilité. Beaucoup pensaient qu'une si belle femme ne pouvait commettre un tel acte, tandis que d'autres étaient convaincus qu'elle avait tué son mari. Les amis de Minnie l'ont aidée à se préparer pour les funérailles, mais le jour venu, elle a décidé qu'il valait mieux qu'elle n'y assiste pas. À la place, elle est restée devant la maison, vêtue de ses habits de deuil, pour rendre hommage au passage du cortège funèbre. Dès que Madame Elizabeth Wallace a appris que sa fille avait été arrêtée, elle s'est rendue à Emporia, accompagnée d'un juge de Louisiane nommé William T. Houston. Madame Wallace savait que le juge avait un faible pour Minnie, et pensait qu'en cas d'acquittement, il tenterait peut-être de l'épouser. Elle a demandé au tribunal de lui nommer un tuteur, étant encore mineure. Le tribunal a accédé à cette demande et M. William J., qui avait auparavant été maire d'Emporia, a été nommé son tuteur. Le juge Houston était tellement indigné qu'il est parti et est retourné à la Nouvelle-Orléans. Une enquête a été menée au cours de laquelle un médecin nommé Charles W. Scott a témoigné que la défunte lui avait rendu visite auparavant en se plaignant de douleurs à l'estomac. Le médecin a déclaré que lors de la visite, M. Walcott l'avait informé qu'il prenait un médicament contenant à la fois de l'arsenic et de l'opium. Le docteur Scott a dit qu'il avait demandé à M. Walcott pourquoi il prenait cela, et M. Walcott a répondu qu'il considérait l'arsenic comme un médicament pour améliorer la virilité. Des rumeurs disaient que, en raison de son mode de vie débauché, le défunt avait pris de l'arsenic, pensant que cela guérissait certaines maladies sexuellement transmissibles. Cependant, l'autopsie avait montré que M. James Reeves Walcott n'avait en réalité jamais souffert d'aucune de ces maladies. À la suite de l'enquête, il a été conclu que la cause du décès était un empoisonnement à l'arsenic, et Madame Minnie Wallace Walcott a été accusée de meurtre. Le procès de Minnie Wallace Walcott commença le 19 octobre 1885 et fut une affaire sensationnelle. La mort d'un homme d'affaires en vue, empoisonné à l'arsenic, exactement un mois après avoir épousé une belle jeune femme de plus de la moitié de son âge, allait forcément faire vendre des journaux. Et l'intérêt ne se limitait pas au Kansas et à la Louisiane. Tout le pays semblait vouloir lire ce qui se passait à Emporia. Plus de 300 personnes se sont entassées dans la plus grande salle d'audience de la ville, avec des centaines d'autres rassemblés à l'extérieur, et le procès n'a pas déçu les journalistes qui étaient impatients d'embellir une histoire déjà fascinante. La défense a avancé un argument simple. M. James Reeves Walcott était connu pour être un gentleman qui consommait fréquemment de l'arsenic, et cela avait fini par causer sa mort. Bien que ce fût leur stratégie de défense, l'autopsie avait déjà révélé que le défunt ne présentait aucun signe de dépendance à l'arsenic. Le dossier de l'accusation était très simple. L'accusé avait acheté à la fois de la strychnine et de l'arsenic et avait empoisonné son mari,
Bien qu'il ait toujours été considéré comme un gentleman respectable, la vie de monsieur James Reeves Walcott était désormais exposée devant les tribunaux. Ses visites dans des bordels et sa crainte d'avoir attrapé une maladie sexuellement transmissible. Des prostituées et des médecins ont témoigné qu'il disait être dépendant de l'arsenic, tandis que des pharmaciens ont affirmé qu'il en avait acheté chez eux. Cependant, aucun de ces témoins n'était d'Emporia, et il semblait étrange à beaucoup que monsieur James Reeves Walcott ne semblait dépendre que des pilules d'arsenic. Lorsqu'il était loin de chez lui, il n'existait absolument aucune trace de lui achetant de l'arsenic dans une pharmacie locale. Monsieur William G., que le tribunal avait nommé comme tuteur de Minnie, avait avancé 4 000 $ pour sa défense. Elle trouvait très facile de charmer les hommes plus âgés, et William G. n'était pas différent. Il a déclaré au tribunal qu'en juillet 1885, monsieur James Reeves Walcott lui avait rendu visite dans son bureau et, pendant qu'il était là, avait mis une poudre blanche sur un couteau avant de la mélanger dans un verre d'eau. Il l'a ensuite bu. Monsieur J a dit que monsieur Walcott lui avait conseillé de nettoyer le couteau car la poudre était de l'arsenic. Minnie a pris la parole pour sa propre défense. Elle est entrée gracieusement dans le box des témoins et a déclaré au tribunal qu'elle avait acheté de l'arsenic à la demande de son mari et l'avait placé dans un tiroir. À son insu, il avait demandé à une domestique de le lui apporter. Et, dans son état de faiblesse, il n'a pas administré la bonne dose. Il en a ingéré trop, ce qui a entraîné sa mort. Son témoignage était très émouvant, et pendant qu'elle parlait, toute la salle semblait s'arrêter, captivée par son innocence et sa beauté. Elle semblait avoir conquis le cœur du tribunal, et l'opinion publique s'était désormais largement tournée en sa faveur. Lorsque le jury s'est retiré pour délibérer sur l'affaire, il a délibéré pendant 52 heures avant de rendre un verdict de non-culpabilité. Beaucoup pensaient que c'était sans doute parce qu'il ne voulait pas envoyer une fille de 16 ans à la mort. Un des jurés a déclaré plus tard « Si j'avais voté pour la condamnation de cette petite fille, son visage me hanterait jusqu'à mon dernier jour. » Minnie hérita de 250 000 $ de la succession de son mari, et le 19 novembre 1885, elle retourna à la Nouvelle-Orléans avec sa mère. Comme le procès avait été tellement sensationnalisé dans les journaux, Minnie reçut des propositions pour entrer dans le monde du spectacle, mais rien n'en résulta jamais. Elle reprit sa vie à la Nouvelle-Orléans, et plus tard, on commença à la voir en compagnie de l'ancien gouverneur de Louisiane, William Pitt Kellogg, un homme d'environ 39 ans son aîné. Elle a ensuite déménagé à Chicago, un départ que certains disent financé par monsieur Pitt Kellogg. En 1897, alors qu'elle était à Chicago, elle rencontra un gentleman nommé monsieur John Burden Ketchum. Lui, comme tant d'autres hommes avant lui, tomba éperdument amoureux de Minnie, à tel point qu'il divorça de sa femme et que lui et Minnie se marièrent lors d'une cérémonie secrète tenue dans le Wisconsin. Il fit un testament, léguant tous ses biens à sa nouvelle épouse, et seulement 12 jours plus tard, il mourut. Comme le premier mari de Minnie était mort d'un empoisonnement à l'arsenic, une autopsie a été réalisée. Il fut conclu que monsieur Burden Ketchum était mort à cause de son addiction à l'alcool et aucune trace de poison ou d'empoisonnement ne put être trouvée. La famille Ketchum contesta le testament, mais la demande de Minnie fut confirmée par les tribunaux. Et, une fois de plus, elle hérita de 250 000 $. Minnie se lança dans la poésie et fit même publier un recueil de poèmes, mais elle eut peu de succès en tant que poétesse. En 1900, Minnie fit la connaissance d'un gentleman nommé monsieur Delancey Horton Louderback. Il était marié, extrêmement riche et avait 20 ans de plus qu'elle. Il était aussi une figure en vue dans le quartier financier de Chicago. Monsieur Delancey Horton Louderback est devenu totalement épris de Minnie. Il la couvrait de cadeaux et la promenait fièrement à son bras lors des événements mondains. Et tout cela alors qu'il était encore marié à sa femme, qui endurait cela depuis longtemps. Finalement, il fit construire à Minnie une maison très grande et luxueuse, et ensemble, ils achetèrent les meubles les plus extravagants. Des rumeurs circulaient depuis longtemps selon lesquelles il avait offert à Minnie des bijoux précieux et de l'argent. Cependant, Minnie n'a jamais emménagé. Elle a écrit à monsieur Delancey Horton Louderback pour lui dire qu'elle s'était installée à Londres, sans donner de raison claire. Minnie est restée à Londres, et les années ont passé. Après le décès de son épouse, monsieur Delancey Horton Louderback a envoyé un télégramme à Minnie pour lui demander de revenir en Amérique et l'épouser. Minnie n'est pas revenue. À la place, elle lui a envoyé une brève réponse pour l'informer qu'elle avait épousé un capitaine de l'armée britannique. Peu de temps après avoir reçu le message de Minnie, monsieur Delancey Horton Louderback était mort.
Une autopsie a révélé que sa mort avait été causée par un empoisonnement au cyanure. Il n'était pas clair s'il s'agissait d'un suicide ou d'un meurtre. Lorsque son testament a été lu, il a été révélé que 25% de sa succession avait été léguée à Minnie Wallace Walcott. Monsieur Delancey Horton Louderback était décédé à Chicago à une époque où Minnie vivait à Londres. Bien qu'elle n'ait pas pu être directement impliquée dans sa mort, les spéculations sur un éventuel complice ayant pu l'empoisonner ont augmenté. Cependant, aucune accusation n'a jamais été portée contre qui que ce soit en lien avec sa mort. Minnie est finalement retournée en Amérique et a vécu le reste de sa vie dans un anonymat relatif sous le nom d'Estelle Minnie Keating. Elle est décédée à San Diego le 10 mai 1957 à l'âge de 88 ans. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.